Bonjour tout le monde. À un moment, il est 15h15, donc on va commencer. Euh, je voudrais, au nom du CEPAS, vous souhaiter la bienvenue dans cette salle qui s'appelle la salle Perboca. Je pense que tout le monde sait qui est Perboca. Euh, mon nom, c'est Rigobert Minani. Je suis un des animateurs de la boîte ici. Je m'occupe de la recherche et de l'animation sociopolitique. Je dois pouvoir dire que la rencontre d'aujourd'hui, elle est quand même exceptionnelle. La plupart du temps, nous organisons des activités et nous invitons les journalistes pour la couverture médiatique. Aujourd'hui, c'est tout autre chose. Nous invitons les journalistes comme acteurs eux-mêmes et nous les invitons parce que nous avons un invité, le père Jean-Pierre Bojoko, qui est lui-même un journaliste de carrière professionnel et je profite souvent de son passage ici pour pouvoir créer un public que nous ne touchons pas. Et le monde de la presse, pour nous, c'est un monde que souvent, voici la liste de mes invités, je les appelle jamais en groupe pour plusieurs raisons. Euh, mais aujourd'hui, nous avons décidé de vous avoir parce que, d'une part, il va nous aider à nous dire un peu comment est-ce que lui, il a évolué dans sa carrière comme journaliste au niveau international. Mais pour ce qui nous intéresse, nous sommes intéressés à avoir une presse, à savoir si nous pouvons avoir une presse qui soit à la hauteur de toutes les presses du monde, qui soit en mesure de jouer vraiment son rôle comme contre-pouvoir. Le CEPAS a comme mission, entre autres, de promouvoir la bonne gouvernance, la démocratie, les droits de l'homme, la promotion de la paix. Nous faisons pour à la recherche dans ce domaine-là, mais aussi nous accompagnons des groupes, des structures qui font de l'action. Et jusqu'à présent, à moins que je me trompe, je n'ai pas encore vu beaucoup de coalitions de journalistes qui se mobilisent par rapport ou à la question de, euh, de la bonne gouvernance ou autour des questions de la paix. Euh, euh, je peux me tromper et je suis d'accord de me tromper, mais je ne suis pas journaliste du tout et je ne m'y connais pas en journalisme du tout, même si de temps en temps j'improvise un certain nombre de choses et lui se moque de moi. Mais je pense que dans le monde actuel, il est impossible d'avoir un changement qualitatif, un changement euh, euh, même au niveau du, de la qualité du changement s'il n'y a pas un, un journalisme, une presse qui joue vraiment son rôle. Il est impossible de pouvoir le faire. Je suis donc très content de pouvoir vous avoir autour de l'expérience de Jean-Pierre, mais au-delà de son expérience, ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir est-ce qu'on peut avoir les journalistes au-delà, bien sûr, de clivage il y a et des appartenances et même des lignes éditoriales extrêmement assez pas toujours convergents, d'avoir un groupe de personnes qui peuvent se constituer pour être des appuis aux organisations de la société civile, les mouvements citoyens, les structures des femmes, les organisations de confession religieuse qui poussent dans une direction du changement et des changements de façon qualitative. C'est ça l'intérêt pour nous d'organiser une telle rencontre. Donc, je vais m'arrêter là-bas parce que c'est pas moi, hein. Mais vous comprenez l'intérêt pour lequel j'organise la rencontre. Et donc, je vais laisser la parole au Père Jean-Pierre. Je ne veux pas le présenter parce que il va se présenter lui-même. Il va dire ce qu'il a fait. Tout ce que je peux dire, c'est que je l'ai vu pendant plusieurs années. euh, il était à la Radio Vatican, être le point de convergence de tous les acteurs politiques qui passaient par Vatican. Et je me suis toujours demandé comment est-ce que lui, qui est loin là-bas, tout le monde vient vers lui, et ici sur place, je ne vois pas les mêmes mouvements vers un certain nombre de maisons de presse. Et donc, je pense qu'il va pouvoir nous expliquer un tout petit peu pourquoi est-ce que le président de la République, le Premier ministre, les activistes, tous avaient intérêt à pouvoir solliciter d'aller vers lui
alors qu'ici, nous ne parvenons pas à créer une structure euh, militante, je dois pouvoir dire, du journalisme militant par rapport aux enjeux que nous connaissons. Merci beaucoup, Pierre Jean-Pierre, d'avoir accepté de pouvoir partager votre expérience et je vous passe la parole. Je remercie le père Rigobert Milani et je remercie d'abord l'Assemblée qui est là. Je vois plusieurs figures. Certaines figures, je les reconnais. Je remercie les amis qui sont venus, qui sont nombreux ici. Je ne vais pas les citer tous. Mais particulièrement, je voudrais quand même remercier le président de l'Union nationale de la presse du Congo, Gabi, qui est là, d'être venu, de répondre à cette invitation. Je remercie les autres journalistes que je connais et d'autres que peut-être ce sera la première fois qu'on se voit, qu'on se rencontre. Je remercie notamment notre ami Kaki Akio de Radio Okapi. On se connaît depuis de longues dates. Euh, je remercie aussi quelques amis privés personnels qui sont venus. Je crois reconnaître aussi des amis, des followers sur les réseaux sociaux. Je vois le bourgmestre de Limité, Isaac, qui est indiqué là. Merci d'être venu. Et je remercie aussi un ami qu'on s'est rencontré deux fois à Paris. Et la première fois, c'était aussi autour d'une journaliste que vous connaissez probablement, une amie qui était à RFI, qui est maintenant en Réunion, Sonia Rollet. On s'était rencontrés, et puis alors j'avais deux rendez-vous, et après elle, je devais rencontrer Matoumou. Et alors, je ne savais pas si les deux se connaissaient, alors je devais être prudent. Alors, quand j'ai dit après toi, Sonny, j'ai encore une autre erreur. Il dit, mais pourquoi tu n'appelles pas Matoumou une fois on est ensemble, et puis on a passé des moments ensemble, et puis encore une autre occasion, j'étais à Paris, et on s'est rencontrés encore, il est venu me voir à la maison où j'étais. Donc, merci d'être là. Je ne savais pas que... Ah, ah, voilà. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup à tous, hein. Je suis un peu, pas émotionné, hein, puisqu'on est habitué à être devant la foule, mais je suis content de partager ces moments avec vous. Et mais je reviens maintenant au père Rigobert Minani. Il a dit qu'il m'a connu seulement quand j'étais à Radio Vatican. Il a menti. Il a menti pourquoi? Je vais vous raconter l'histoire. Eh, Rwanda. Il paraît vous empêcher déjà de me voir. Quand on était au Rwanda, au noviciat, donc il y a une trentaine d'années déjà, hein, presque 40 ans, on faisait les noviciats ensemble. Il était une année avant moi. Et ça, c'est une histoire que je voulais pas raconter, puisque ça n'a pas de rapport, c'est pour dire qu'on se connaît depuis longtemps. Et on était toujours, on nous changeait régulièrement de chambre pour montrer déjà la disponibilité. Et malheureusement, on se retrouvait toujours du même coin. Alors, le soir, on nous interdisait de lire des histoires. Je tiens. Merci beaucoup, hein.
Allez. Alors, un jour, il en avait marre et il m'a laissé dans sa chambre. Il est allé dans ma chambre. Comme on n'avait pas le droit de fermer la chambre à clé, il est allé renverser mon lit et tout. Comme ça, quand je rentrais chez moi, je ne pouvais plus le déranger. Je rentre chez lui, il a pris son lit, il l'a mis devant la porte et je ne pouvais plus entrer. Donc, c'est pour dire qu'on se connaît depuis longtemps et quand j'arrive ici, on a toujours nos moments de soir pour parler un peu de tout. Donc, on se connaît depuis longtemps avec le père Hugo et puis nous coopérons aussi régulièrement puisque lui, il est dans le monde, disons, il accompagne beaucoup des acteurs de la société civile et moi, j'ai fait mon travail, disons, j'ai plusieurs casquettes, mais mon travail de médias et de journalisme. Alors, aujourd'hui, j'ai voulu vraiment partager avec vous mon expérience de journalisme. Et je vais y revenir, mais je crois qu'on a mis derrière, je ne sais pas si vous voyez quelque chose, je crois. Ah, voilà. Cette image-là, j'ai voulu commencer par ça, c'est pour résumer un peu, presque jusqu'à présent, ma carrière de journaliste. La photo que vous voyez, je crois, de ce côté ici, ça date de 1993. C'est en 93 que j'ai commencé mon expérience de journalisme international et c'était à Radio Vatican. Et vous voyez, l'autre photo, c'est de 2022. Ça signifie même la, l'âge a fait son âge, son travail. Ça signifie que on a commencé comme ça. Il y a l'évolution et non seulement de la personne, mais aussi l'évolution technologique. Et donc, c'est vraiment des moments différents de Radio Vatican. Et on a commencé dans les années 93 à nos jours où beaucoup de choses ont évolué. C'est pour dire que le travail des journalistes évolue aussi. Et je voulais commencer justement par vous parler un peu euh, de ce thème du jour, d'abord du point de vue un peu comme une théorie, et après je vais revenir à moi en parlant justement de l'expérience du journalisme au niveau international. Alors, le thème de cette conférence, avant justement de parler de moi-même, euh, je voudrais plutôt mettre en lumière un peu les principaux défis, opportunités et puis des acteurs clés, évolution historique, impact des technologies et des perspectives futures pour le journalisme international. Alors, quand je parle de journalisme international, ce n'est pas que je minimise ce qu'on peut appeler, euh, comme ça par défaut, du journalisme local. Puisque on fait tous le même métier, mais à des niveaux différents, avec les mêmes exigences, mais aussi avec des langages différents quand on est au niveau international. Je vais vous en parler après. Et nous sommes dans un monde aujourd'hui, ils ont connecté, comme certains ont dit, nous sommes dans un village planétaire. Ça signifie que tout ce qui se passe à Kinshasa, c'est sait partout maintenant à travers les moyens modernes, à travers la presse, à travers les médias. Mais ces médias n'ont pas commencé seulement aujourd'hui, c'est déjà depuis les antiquités, mais ça a commencé par des voies diverses. Euh, Ça, c'est une parenthèse pour vous montrer, par exemple, l'évolution de médias. Euh, Avant, les messages, pour passer d'une personne à l'autre, il y avait des gens qui étaient payés, des spécialistes pour ça. Ça signifie quoi? Je prends la première personne pour envoyer un message à des milliers de kilomètres. Alors, il y avait des messagers, donc des spécialistes qui viennent, une personne, la première personne, et je lui dis, c'est que moi, je vais transmettre à l'autre. Alors, il doit revenir chez moi 2 ou 3 fois pour qu'il répète la même chose que moi, je lui ai dit, pour être sûr que mon message va arriver à destination. Ce n'est que quand je suis sûr qu'il saura bien répéter ce que je lui ai dit, et maintenant il peut partir. Et une autre personne fait la même chose. Ça signifie un message arrivé à destination, parfois après 5 mois.
C'était ça l'histoire de la communication avant qu'on ne commence ce qui est aujourd'hui. Donc, c'était des messagers, des spécialistes hein, des langages, et c'était vraiment à l'oral, donc à l'oralité pour transmettre les messages à l'autre. Alors, au fil du temps, tout a changé. Et maintenant, le journalisme de nos jours se transmet à travers les moyens qui se sont développés à travers la civilisation, à travers la technologie, euh, pour passer maintenant d'abord à des journaux imprimés, hein, qui étaient avant comme vraiment source de presse. Et puis alors, petit à petit, les agences de presse se sont nées, et puis alors, des reportages radiodiffusés. Quand la télévision est apparue, on a dit, ah, c'est fini avec la presse écrite, ça finit avec la radio. Mais non, ça n'a pas tué, ça a continué. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a maintenant interconnectivité. Ça signifie, euh, quand je vous parle de cette image que vous voyez, quand j'ai mis mes premiers pas à Radio Vatican en 1993, on n'avait pas de site. Donc, c'était vraiment la radio. Ça signifie, moi, je vais, je présente, on présente les nouvelles, c'est fini. Les gens écoutent. Et donc, celui qui a raté, par exemple, une édition, il ne peut plus la retrouver. Tandis que maintenant, tout est connecté. Vous voyez, vous pouvez voir des sites maintenant, que ce soit la presse écrite, que ce soit la radio, que ce soit la télévision, qui sont sur les portails. Ça signifie sur Internet. Et là, vous trouvez des nouvelles écrites, donc la presse écrite est dedans. Vous trouvez des vidéos et vous trouvez donc tout est connecté. Donc, il y a une grande évolution maintenant. Et puis avant, c'était quoi? La radio, l'information, ça passe à 13 heures, je dois écouter à 13 heures. Non, maintenant, c'est plutôt quand moi je vais écouter les nouvelles que vous voulez me donner, mettez ça quelque part, quand moi j'aurai mon temps, si je vais suivre. Et alors, tout le monde doit s'y mettre. Voilà un peu l'évolution. Et tout ça, ça fait par les moyens modernes de communication où, euh, disons, les consommateurs s'est imposé aussi. Avant, c'était les journalistes qui donnaient les nouvelles. Et puis, alors, vous devez respecter mon timing à 18 heures, 6 heures, des trucs comme ça. Non, maintenant, ce sont les consommateurs qui disent non, moi, à 6 heures, je n'ai pas le temps. Mettez quelque part, moi, quand j'aurai le temps, je vais venir vous écouter. Voilà un peu l'évolution déjà. Et ça, c'est fait par le moyen moderne de communication. Et ça s'impose comme ça. Euh, Par là, je voudrais dire qu'au niveau international, tous se sont mis à ces rythmes-là. Ça signifie on s'adapte aux consommateurs de nouvelles, de communication. Et cette révolution ou évolution des journalismes international donc est lié aux avancées aussi technologiques et aux changements politiques, puisqu'il ne faut pas beaucoup séparer les journalismes de la politique, malheureusement. Ces mariages-là, c'est depuis la nuit des temps. Les politiciens, ils ont besoin de tout ce qui est médias, de tout ce qui est journalisme pour vivre. Et même pour le cinéma, c'était la même chose. Donc, il y a beaucoup de régimes qui ont favorisé le cinéma, justement comme propagande. Donc, on ne peut pas beaucoup séparer euh, le journalisme de la politique. Mais il y a une sorte de triangle là où on trouve, disons, les politiques, les journalistes, et puis alors la masse. Et les rôles ne peuvent pas être négligés de l'un à l'autre. Ça signifie l'opinion publique est importante pour la politique et celui qui fait les liens entre les deux, c'est le journaliste. Et alors, pour bien faire ce travail, un journaliste doit être indépendant des autres. Quand je vais parler de moi-même, vous allez un peu voir concrètement ce que cela signifie. Donc, il y a ce qu'on appelle des acteurs clés pour le journalisme international, dans le sens que pour comprendre l'importance du journalisme international, il est essentiel donc d'identifier les acteurs clés qui façonnent ces domaines. Et ce sont des journalistes.
Et ces acteurs comprennent aussi les organisations internationales de journalisme qui jouent donc un rôle central dans la promotion des normes et les il est faux, et de la liberté d'expression, qui est très important, de l'accès à l'information à l'échelle mondiale, et quand je parlais des organisations, c'est comme ça que vous avez déjà entendu, par exemple, des reporters sans frontières, c'est pour protéger les journalistes, c'est pour réclamer leurs droits, ainsi de suite. Et ça, c'est une dimension importante, puisque les journalistes, c'est celui qui révèle un peu de choses cachées, qui fait des investigations, et souvent, ils sont détestés par, pas seulement par les politiciens, mais les gens qui veulent travailler dans les désordres. Et si on est un bon journaliste, normalement, comme on dit, c'est lui qui a l'information, a le pouvoir. Ça, il faut le savoir. Donc, quand on tient l'information, on a le pouvoir. Mais pour avoir cette information aussi, il faut mériter, il faut être crédible. Et si vous ne méritez pas, si vous n'êtes pas crédible, vous n'avez pas d'information. Donc, il faut que les gens vous donnent l'information puisqu'ils savent que vous êtes crédible. Alors, les gens vous cherchent. Ce n'est pas à un certain moment de ce travail, vous ne cherchez plus les gens. À dire la vérité. Je vais vous donner des exemples. Ce sont les gens qui vous cherchent. Ça signifie que vous avez atteint une sorte de note de aura et ce sont eux qui vont vous chercher. Pourquoi ils savent que si je vais chez telle personne, mes informations vont passer et puisque il est crédible, quand il va parler, les gens vont croire en lui. C'est une dimension très importante. Alors, il y a des défis et des opportunités actuelles du journalisme international qui est confronté évidemment euh, il y a de nombreuses opportunités dans le monde d'aujourd'hui, puisque la montée de l'information numérique de nos jours, l'information numérique est due surtout à la découverte et à l'utilisation de l'Internet populaire, puisque vous devez savoir que l'Internet, ce n'était pas pour nous tous, c'était plutôt dans l'armée. Et qu'on a utilisé l'Internet et puis on a mis ensuite un peu une partie pour à la disposition de nos hommes. Mais c'est l'armée qui utilisait ça. Et puis alors, à dire vrai, ça je vous l'ai dit, ça vous le cachez, ces instruments que nous avons et l'Internet, en fait, si on devait
veux les définir, c'est pour dire, nous voulons tout savoir de cette personne, il faut leur donner des instruments. Ça, c'est la vérité. Ça signifie qu'ils ont mis à notre disposition des instruments pour nous contrôler, pour savoir ce que nous faisons, avec qui nous parlons, où est-ce qu'on fait tout. N'oubliez pas ça. Donc, tout ce que vous faites avec ces instruments. Alors, on a mis l'Internet à notre disposition, c'est pour ça. C'est pour qu'on contrôle ce que nous disons, où est-ce qu'on se trouve. Il y a maintenant des programmes qu'on peut désactiver qui vous disent combien de pas vous avez fait, où est-ce que vous avez été, dans quel magasin. Alors, quand vous voyagez dans l'avion, on vous dit il faut mettre mode avion pour enlever l'Internet. Moi, un jour, j'ai vu, ça m'a écrit les itinéraires que j'ai fait en avion, en train, en voiture. Et donc, c'est pour dire que je suis sous contrôle. Et si on veut savoir où est-ce que j'ai été, il suffit de suivre ça. Donc, cette évolution numérique, même dans la communication internationale, a transformé le monde de faire le journalisme, puisque ça facilite les choses. Avant, par exemple, des grandes chaînes devaient louer des satellites pour un temps déterminé pour donner les nouvelles, par exemple, à partir du Congo. Mais maintenant, ce n'est plus nécessaire. Pourquoi? Puisque il y a tellement d'évolution technique on a commencé, je me rappelle quand Skype a commencé, c'était comme une grande révolution, on était content. Mais maintenant, avec tous les moyens que nous avons, moi j'ai fait 3 ou 4 interviews avec la Voix de l'Amérique, avec mes téléphones ou mon ordinateur. Donc, ils n'ont plus besoin de payer très chèrement les satellites pour que moi je puisse intervenir, mais avec les moyens que nous avons, donc, la révolution numérique a changé même la communication numérique très fort. Donc, c'est une dimension très importante. Toujours dans les défis, il y a ce qu'on appelle la censure. La censure et puis la liberté d'expression qui constitue un défi majeur pour le journalisme international. Quand on parle de censure, c'est pour dire qu'il y a certaines choses que vous savez d'abord que chaque organe de presse a ce qu'on appelle une ligne éditoriale. Il y a un confrère qui est ici, et une fois on était à Rome, on a critiqué un autre puisqu'il avait mis une telle personne sur la première page d'une revue. Alors quand on est venu me demander, j'ai dit non, il a raison. Il dit ce qui compte, ce n'est pas la photo qu'on met sur la couverture, mais la ligne éditoriale. Pourquoi? Puisque c'est du business. Hein, un journal, une revue, on peut mettre plutôt dire, ah, celui-là, comme l'expression que j'avais utilisée, est vendable. C'est que si vous mettez la photo d'un tel, on va beaucoup acheter que la photo de l'autre. Voilà, ça c'est quelque chose de très important. Tandis que la censure, la ligne éditoriale impose aux journalistes de se censurer parfois lui-même. On impose, on dit, voilà, c'est que nous, on fait ça, 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 ça. Quand vous écrivez quelque chose, vous savez déjà que je ne peux pas écrire ça puisque la ligne éditoriale de mon organe de presse m'interdit de le faire. Tandis que l'autre censure, ça, c'est l'autocensure. Il y a aussi la censure où on vous interdit carrément par beaucoup de gouvernements, dans certains pays, ils ne veulent pas qu'on parle de certaines choses. Alors, là, ça s'appelle carrément la censure. Voilà, on interdit de parler. Ça, c'est un grand défi hein, pour euh, les journalistes en général, et même si c'est moins au niveau de journalisme international. Mais ça existe à travers, la censure existe à travers la ligne éditoriale. En fait, c'est la censure, mais en d'autres mots. Alors, la technologie, ça, j'en ai parlé, ça a beaucoup bouleversé l'environnement du journalisme international et a révolutionné aussi la façon de travailler à travers les médias sociaux qui sont nés et qui ont transformé les journalismes. Ça signifie que de plus en plus, par exemple, on se rend compte que, par exemple, la presse écrite, les journaux papier commencent à disparaître. Parce que il y a des gens, vous faites, mais moi je retrouve ça sur mon téléphone au lieu d'acheter le papier. Et puis alors maintenant, comme on parle beaucoup de conservation de la nature, donc on n'est pas parmi les arbres pour faire des papiers. Donc petit à petit, les gens préfèrent plutôt la version électronique que la version imprimée, puisque les
s'exprimer d'abord, il faut transporter, il faut, disons, bien conserver, ainsi de suite. Ça, des avantages et des avantages. Mais les réseaux sociaux, comme vous savez, ont apporté aussi beaucoup de tristesse. euh, de malheur, puisque il y a une sorte de journalisme qui est né qu'on appelle euh, citizen journalism. Citizen journalisme, ça signifie que les citoyens qui s'approprient le journalisme, ils disent ce n'est pas seulement Kaki ou Kuba qui doit écrire. Nous aussi, on peut écrire. Pourquoi? Parce qu'on nous a donné les moyens. Avec les applications qu'on a, ils sont comme ça. Moi, j'écris aussi. Et puis, je mets en ligne, j'envoie à travers les réseaux sociaux et tout le monde commence à reprendre. C'est ce qu'on appelle le citizen journalisme, avec pour danger, ce ne sont pas les gens formés pour faire ce travail, puisqu'un vrai journaliste doit collecter l'information, la traiter avant de la donner. Tandis que les gens de la rue, non, lui, il prend seulement, il écrit sans tenir compte des déontologies, de l'éthique, des choses comme ça. Et souvent, c'est ces nouvelles-là de citizen journalisme que les gens affolent. Et ça va vite aussi. C'est un grand défi, même pour les journalismes internationaux, puisque le monde des fake news est plus que ce que vous imaginez. Il y a des grandes sociétés à travers le monde qui sont là pour créer des fake news au niveau international. Et vous ne vous rendez pas compte que c'est des fake news pour ruiner, pour faire tomber des gouvernements, ainsi de suite. Ça existe pour ça. Donc, c'est très important de le savoir, puisque parfois on ne se rend pas compte. On peut voir des choses que on découvre ici à Kinshasa ou ailleurs. Vous allez dire, ah bon, ça, on comprend, c'est faux. Mais au niveau élevé du journalisme international, vous ne vous rendez pas compte que certains fake news sont créés par des grandes sociétés. Hein. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Je vous épargne les détails. Éthique et déontologie, j'en ai déjà parlé, c'est très important dans le domaine du journalisme international, puisque l'éthique et la déontologie sont des éléments fondamentaux du journalisme international, car ce sont ces deux, l'éthique et la déontologie, qui guident un peu le comportement des journalistes et la qualité du travail en dépend. Donc, quand vous écrivez deux ou trois fois des fausses nouvelles et des informations qui ne tiennent pas compte de certaines choses, vous perdez votre crédibilité, votre aura, et ça devient difficile de vous croire par après. C'est vraiment très important de le savoir. Et puis, il y a certaines règles. Quand je vois, je ne parle pas du Congo hein, pour essayer d'être neutre, il faut me comprendre. Et je vois un peu, quand je parle, moi, je vois un autre niveau international, comme le terminal m'a dit, comme mon expérience. Et il y a parfois des choses où vous dites, mais où est-ce qu'on a ramassé ça? Pourquoi on a écrit ça? Pourquoi? Puisqu'il manque un peu ce comportement de responsabilité éthique. Puisque quand vous voyez, par exemple, des photos des enfants ou des photos de condamnés, prenez ça comme ça même ici chez nous. Hein. J'ai dit chez nous pour que je me sente, puisque quand j'avais parlé de mon expérience, quand j'ai interviewé même quelqu'un du Congo, je disais chez vous, en République démocratique du Congo, puisque je me situe à un autre niveau. Quand vous regardez ici, comment on peut se permettre d'afficher des petits-enfants dans les médias, c'est interdit. Du point de vue éthique, il faut la permission des parents.
Les enfants ne sont pas exposés sur les médias, donc les photographies, ou les personnes malades, ou les gens qui sont devant la barre, qu'on juge. Mais regardez un peu, bon, je ne parle pas seulement du Congo ailleurs. Vous voyez quelqu'un qui est malade à l'hôpital, on le photographie, on peut dire, ça ne se fait pas. Quelqu'un qui est dans une situation de misère, on ne doit pas l'exposer. Même quelqu'un qui est en train d'être jugé. Si vous regardez dans la plupart des médias, on fait des designs, des dessins plutôt. Ça, ce sont des choses qu'il faut savoir. Il y a des fois où on peut les oublier. Je vous donne l'exemple de moi-même à la radio, même avant de parler de moi-même. À la radio, quand moi j'étais absent ou j'étais en voyage, en mission, il faisait des choses, il disait, ah, vous faites ça parce que le père Baudieu connaît pas. Pourquoi? Parce que je connais. Et quand on parle de pauvreté, on mettait les Africains. J'ai dit non, les pauvres, il y en a partout. Pourquoi vous devez seulement mettre les Africains? Alors, je connais tellement fort qu'on ne mettait plus. Ou quand on parle de pauvres, c'était les Africains. Quand on parle d'immigrés, c'était les Africains. Il faut tenir compte de ça. Non, puisque ce sont des préjugés, des choses comme ça. Donc, il y a des points de vue déontologiques, des choses qu'un journaliste doit savoir que les enfants, on ne doit pas les mettre sur, ou même les droits à l'image. Hein. Souvent, les gens oublient. Si quelqu'un me photographie sans ma permission, je peux lui porter plainte. C'est mon droit. Sauf comme ici, je suis dans la place publique. Mais si moi, je suis quelque part en train de causer avec un ami, une amie, quelqu'un passe et me prend une photo, il publie. Si c'est moi, je vais l'accuser, puisque c'est le droit à l'image. Ça ne se fait pas. Et souvent, dans certains pays où vous voyez, quelqu'un était dans ta vie privée, on prend la photo, on expose des choses comme ça. Je ris souvent quand ce n'est pas peut-être seulement ici, mais il y en a trop quand même au Congo quand on parle d'un publier. Vous savez ce que je veux dire. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Ailleurs, vous rendez les gens riches. Toute une personne, vous publiez ces histoires de vie privée comme vous le faites ici, si on vous attrape. Et que, avec le numérique, vous savez que si vous publiez quelque chose, nos téléphones, nos ordinateurs, ils ont ce qu'on appelle des IP, Internet Protocol. On peut te retrouver facilement. Et alors, si tu as publié de quelqu'un qui est dans, c'est pas dans nuit ou quoi, on peut te poursuivre. Pourquoi tu as publié ça nudité? Tu n'es pas payé pour ça. On t'arrête. C'est cher. Tandis qu'ici, bon, on trouve, on publie et ça va comme ça. Donc, ça fait partie de l'éthique et de la, hein, de la déontologie du travail. Et alors, l'avenir du journalisme international, tout comme du journalisme, est fortement influencé donc par les progrès technologiques. Encore de nos jours, c'est encore, je suis en train de faire aussi des recherches pour certaines choses avec l'essor, par exemple, maintenant de l'intelligence artificielle. Beaucoup de choses changent. Et il faut savoir maîtriser ces champs qui est nouveau, puisqu'on a toujours peur des nouveautés, mais ça peut aider si on utilise l'intelligence artificielle intelligemment. Ça peut faire beaucoup de progrès dans la science, dans la façon de travailler, ainsi de suite. Mais ça peut aussi faire beaucoup de dégâts. Mais on a toujours peur de nouveautés, mais il faut seulement les canaliser ou les réalités virtuelles, ainsi de suite, qui transforment un peu la façon dont l'information est collectée et diffusée. Alors, je vais vite conclure d'abord cette partie théorique, puis je parle maintenant des choses plus pratiques de mon expérience qui va un peu de mes trentaine déjà quand même, hein, ce n'est pas peu d'expérience donc dans l'environnement international du journalisme. Donc l'analyse de l'expérience du journalisme au niveau international a permis de mettre en évidence, euh, en lumière l'importance cruciale du journalisme dans la société mondiale. Et puis alors de l'évolution, de cette évolution du journalisme international aux défis actuels que nous avons, tels que la censure dans beaucoup de pays encore, ou la liberté d'expression, qui, on ne sait pas trop distinguer jusqu'à où ça se limite. Et moi, une fois, j'avais écrit sur le Twitter et dit, si vous voulez rendre un journaliste fameux, il faut l'arrêter. Mais si vous ne l'arrêtez pas, personne ne va en parler. Souvent, les responsables politiques l'oublient.
Et pour rendre un journaliste vraiment célèbre, il faut l'arrêter. Mais si vous voulez l'ignorer, il reste là où il est. Donc, à ce niveau-là, de réduire la liberté d'expression, c'est un défi. Et il est clair que aujourd'hui encore, le rôle de journalistes et des médias internationaux reste essentiel. Pourquoi? Parce que quelque chose que les journalistes locaux ne peuvent pas dire, quand ce sont les journalistes au niveau international qui les disent, ça change beaucoup. Un exemple typique, quand j'étais à la radio, au niveau de l'Angola, ce n'était pas possible que l'unique radio catholique qui était là puisse donner des nouvelles. Alors nous, on a dit, bon, j'étais responsable de la promotion des radios pour la zone Afrique, il dit, mais c'est facile, nous allons les avoir. Envoyez les émissions ici, nous, on va balancer ça sur les ondes courtes. Ondes courtes, c'est difficile à arrêter que les FM. Et c'est ce qu'on faisait. Donc, on avait trouvé la solution. Alors, les technologies euh, que nous avons maintenant ont apporté des opportunités, mais aussi des défis, notamment en ce qui concerne l'impact des médias sociaux. On ne peut plus, mon combat avec le père Minani, c'est ça, les médias sociaux. On ne peut plus s'en passer. Pourquoi? Puisque il suffit de mettre quelque chose sur Twitter, ça va vite que les médias. Et moi, quand je dors, une fois j'étais en vacances, je dors, moi, j'ai ces habitudes depuis longtemps de dormir toujours avec un volume un peu bas de la radio. Et je dors comme ça, très bien, 5 heures du matin, coup de coup d'abord. Je pensais que je pouvais continuer à dormir, mon journal. J'ai sauté de mon lit, j'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à chercher les informations, soit comme ça, j'ai commencé à écrire. C'est ça le travail des médias sociaux. Si c'était un organe de presse, il faut d'abord faire les conseils de rédaction, de décider, le rédacteur en chef doit décider, ça prend du retard. Tandis que les médias sociaux, paf, 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 c'est parti, les gens sont informés. L'importance des médias sociaux avec l'évolution technologique. Alors, en un mot, l'avenir du journalisme international sera influencé par des tendances émergentes qui nécessiteront une adaptation. Ou tu t'adaptes, ou tu meurs. Et puis, cette adaptation est donc
continue de la part d'acteurs clés. Et aux exigences des changements des paysages médiatiques mondiaux. Là, j'ai fini. Je ne sais pas si j'ai été long, mais c'était nécessaire. La première partie, un peu pour parler en général. Je viens maintenant à moi. Comme j'ai dit, j'ai commencé un peu tôt au niveau du journalisme international en 93, en à Radio Vatican. Ça quand même a beaucoup changé ma vie. Il y a des gens, moi j'ai fait mes programmes, hein. Euh, Peut-être les gens m'ont demandé, mais pourquoi vous faites maintenant ces programmes d'abord avec Space, que j'ai surnommé toujours Dialogue avec. Maintenant, j'ai une télévision virtuelle, que c'est toujours Dialogue avec. Pourquoi vous faites ça? Moi, j'ai donné mes raisons. J'ai dit, à un certain moment de la vie, il faut savoir s'adapter, de dire, voilà, je ne suis plus trop curieux peut-être. Pourquoi? Dans le domaine des journalismes, j'ai atteint le niveau où je ne pouvais plus aller plus loin. C'est que j'ai obtenu tout ce que je voulais. Il me restait peut-être d'interviewer, bon, les papes, je ne l'ai pas fait, puisque c'était interdit de le faire. Il me restait peut-être de l'interviewer alors où j'ai dit au Dieu. Mais tout le reste, j'avais fait. Alors j'ai dit, je tourne maintenant dans le sens, dans l'autre sens. Je commence maintenant avec les gens que les journalistes parfois négligent. Donc, tout le monde, de toutes les catégories possibles. C'est pour ça que j'ai commencé l'espace et maintenant aussi avec ma télévision virtuelle. Donc, je me suis inséré dans la presse internationale avec curiosité, en abandonnant, en faisant sacrifice de beaucoup de choses. Puisque moi, avant d'entrer dans la compagnie, j'ai fait les études de sciences économiques ici à l'Université d'été. C'est ça que j'ai revu il y a une semaine quand je suis passé là. Donc, j'avais la tête d'un économiste, hein, puisque les collègues qui étaient avec moi, qui directeur de la Banque centrale, qui ceci, qui ministre, mais j'ai dit, ça, j'ai déjà abandonné. Et puis, j'ai fait un peu de bribes de philosophie puisqu'on nous demandait. Ça ne m'intéressait pas beaucoup. Et puis, alors, j'ai trouvé, je ne sais pas comment, un plaisir dans le monde de communication, là où je nage vraiment comme un poisson dans l'eau. Et j'ai commencé d'abord de manière amatoriale avant vraiment de bien commencer. Ça signifie que j'avais un appareil photo, les anciens là avec des rouleaux, j'ai fait des photos, je pensais que j'étais super. Mais quand je suis allé maintenant apprendre ça, je me moquais de moi-même. Et la radio, même quand j'étais petit, vous savez, les radios, on ouvrait derrière pour voir où il y a des piles. Moi, je cherchais qui parlait. Donc, ça m'intéressait beaucoup. Et alors, quand j'ai commencé avec l'expérience de la radio, je me suis dit, waouh. Donc, on va aussi commencer à attendre ma voix à la radio. Et on sent une certaine émotion quand on est devant le micro. Ça a commencé à m'intéresser. Et alors, comme j'étais déjà destiné au moyen de communication quand j'ai finissé la philosophie, j'ai dit, le moment est venu, on m'a demandé de faire telles études, j'ai respecté. On m'a demandé de faire telle licence, j'ai respecté. Alors après, j'ai dit aussi à ma congrégation, j'ai dit maintenant, vous m'avez orienté vers les communications, laissez-moi faire maintenant les études de communication. OK. Alors, je devais aller à Rome
Je suis allé, alors je suis arrivé, j'ai trouvé mon confrère qui était le directeur général des radios Vatican, général des télévisions du Vatican, directeur des salles de presse, qui me connaissait déjà depuis longtemps. Dès que je suis arrivé directement, alors, il m'a dit, viens, on va travailler. Et bon, comme je devais faire maintenant mes études de sciences de communication, ça ne me demandait plus beaucoup de temps. Pourquoi? Puisque je devais seulement étudier tout ce qui concernait les communications. Avec mon euh, curriculum déjà des études faites avant, j'avais beaucoup de cours, comme on appelle ça en italien, convalidati. Donc, les cours, déjà, on reconnaît qu'il a fait. Alors, j'avais beaucoup de temps, donc j'ai combiné et les études et la radio. Donc, j'ai commencé en fait comme un collaborateur, journaliste et collaborateur. Et arrivé là, j'ai commencé à regarder d'abord comment ça s'est fait dans un environnement où vous avez à peu près 40 langues, avec des gens différents, ainsi de suite, comment s'insérer dedans. Alors, le grand défi, c'était ça, la langue. Donc, je devais me mettre dans un pays qui n'est pas le mien à apprendre l'italien. Et donc, il fallait un effort, puisque à la radio, ça se trouve en Italie. Tout s'est fait d'abord en italien. Des réunions, des sources que vous avez, c'est en italien. Après, alors, vous traduisez en vos langues respectives, russe, ainsi de suite, ainsi de suite. Et je me suis mis, donc j'ai maîtrisé l'italien, c'était déjà nécessaire. Et pour commencer. Alors, je me suis dit, en arrivant là-bas, j'ai étudié au Kenya, donc j'avais quand même un peu de bribes d'anglais. J'ai étudié en République démocratique du Congo aussi à l'école comme tout le monde, donc je connaissais un peu le français. Et puis, j'ai ajouté l'italien, j'ai dit, bon, ça va. Donc, je pouvais travailler avec ces trois langues au niveau international. Et alors, la manière de travailler était différente aussi, puisque vous êtes nombreux, il y a différentes étapes de réunions. D'abord, le conseil de rédaction générale, et puis des conseils de rédaction maintenant particuliers, puisque Radio Vatican, par exemple, a une quarantaine de programmes. Vous faites d'abord une réunion générale avec le directeur des programmes généraux. Après, maintenant, il y a encore, c'est comme avoir 40 radios dans une radio. Maintenant, le chef, donc le directeur de chaque, va encore faire des réunions maintenant pour chaque direction. Donc, ça, c'était important et il fallait voir cette manière de travailler et de se comporter avec les autres. Et il fallait donc mettre un peu du sérieux pour qu'on vous accepte. Et d'abord, rester au micro, ce n'est pas une chose facile. Pourquoi? Puisqu'il faut qu'on comprenne comment on se tient devant les micros, comment il faut retenir les sons, puisque parler devant les micros, c'est un art, et puis l'écriture, ainsi de suite, qui n'est pas une chose facile. Il faut beaucoup d'efforts pour le faire. Il faut répéter plusieurs fois. Et puis, le temps du travail, comme me disait mon professeur quand il faisait les études, il dit, quand vous avez choisi ce métier, il faut apprendre à dormir un peu et à travailler beaucoup. Ça, c'est sérieux. À un certain moment, moi, je me réveillais, je ne sais pas, 6 heures du matin, j'allais au lit pas avant minuit. Je viens continuer avec ces rythmes peut-être encore plus qu'aujourd'hui, mais quand l'âge avance, il faut être prudent. Et maintenant, j'ai commencé un peu à réduire. Sinon, c'était toujours après minuit, puisqu'il y avait beaucoup de choses à faire. Et puis alors, vous entrez dans un monde où, dans cet environnement, vous avez une certaine indépendance dans le sens que quand vous traitez des nouvelles, vous ne devez pas dépendre par les dictats, même les directeurs généraux. On vous conseille comme ça. Donc, vous faites le travail objectivement, sauf certaines choses, il faut demander vraiment conseil, mais vous savez ce que vous devez faire et vous êtes indépendant de les faire. Et quand vous devez être indépendant, c'est dans plusieurs niveaux. Euh, une fois, un président de l'Assemblée nationale m'appelle pour dire non, je vais vous appeler puisque j'ai besoin d'une interview. J'ai dit, honorable président, c'est bien, mais nous, on ne nous appelle pas. C'est nous qui appelons. Et je vais vous appeler pour l'interview. C'est ça l'indépendance.
Pourquoi? Puisque si maintenant un responsable commence à vous imposer que celui qui appelle, vous devenez comme son ouvrier. Donc, cette indépendance-là, oui, on me donne 15 minutes, je vais respecter. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc, l'indépendance, c'est dans ce sens-là, avec surtout les responsables politiques, il faut prendre des distances avec eux. Et puis, les moyens pour travailler, c'est très important. Quand Radio Vatican était seulement Radio Vatican, nous avions un budget de 25 millions de dollars, d'euros par an. Ça signifie que ça nous permettait de travailler en toute indépendance. Ça nous permettait de travailler sans publicité. Parce que quand vous travaillez avec la publicité, vous êtes dépendant des gens. Si vous parlez mal d'eux, ils ne vous donnent plus la publicité. Donc, ça nous permettait de travailler à l'aise. Ça signifie, quand moi j'ai besoin d'appeler le président de l'Union nationale de la presse du Congo, je ne dois pas réfléchir deux fois, je prends mon téléphone, je l'appelle pour avoir l'information. Donc, c'est très important cette indépendance-là. Donc, ça dépend donc des finances. Et puis, les vestiments du travail, vous avez tout ce qui est nécessaire pour travailler, comme les enregistreurs, les téléphones, vous ne manquez absolument de rien. Et puis alors, des créativités aussi pour faire des interviews. Là, maintenant, c'est très important puisque quand vous apprenez au début, c'est toujours tout écrit, les histoires comme ça. Après, ça vient automatiquement. Moi, j'ai fait des interviews même avec des chefs d'État sans écrire des questions. Et avec beaucoup de chefs d'État, je me suis imposé puisque j'avais déjà un nom. Je pouvais m'imposer dans le sens que son équipe dit, il faut nous envoyer des questions. J'ai dit non. On va parler de quel pays? C'est le Madagascar. Alors, le président connaît Madagascar plus que moi. Je devais poser des questions sur Madagascar, pas sur un autre pays. Donc, il va répondre aux questions de Madagascar. C'est ça, on va parler de Madagascar. Et je me pose comme ça. Et donc, ça vous permet, avec l'expérience, de vous imposer et de poser des questions dans une interview sans, sans peur. Donc, ça, c'est très important. Alors, au niveau international, ça m'a permis aussi de faire des rencontres, beaucoup de rencontres. Vous connaissez beaucoup de gens. À certains moments, vous ne passez plus inaperçu puisque vous arrivez quelque part dans n'importe quel pays, on vous connaît. Donc, une fois, on était au Cameroun, non, pas au Cameroun, on était à Cotonou avec un certain, bah, papa m'a regardé comme ça, comment les journalistes venaient vers moi puisqu'ils me connaissaient pour m'interviewer moi. Vous voyez, puisque c'est un travail qui permet hein, de rencontres de toutes sortes de personnes et de personnalités. Et vraiment, quand je regarde parfois mon carnet d'adresse, quand je regarde même mon téléphone, je dis, ah bon, tout ça. Si je prends l'exemple du Congo, voilà, une fois, mon collègue vient chez moi, c'est quand même un prix Nobel de la paix, et puis que vous appréciez, et puis vous parlez, vous mangez, ça comme ça. C'est quand même important. J'ai eu à rencontrer deux présidents de l'Assemblée nationale du pays, Vital Kamerhe et celui qui l'a remplacé, Bochab, et ainsi de suite, ou l'épouse de l'ancien chef de l'État, sans compter les ministres, les cardinaux, les évêques, ainsi de suite. Ce sont des rencontres qui enrichissent, mais en gardant toujours ma liberté et mon indépendance. Ça, c'est une dimension importante. Mais, et puis alors, à un certain moment, je vais demander un peu qu'on vous montre hein, quelques images rapidement, une petite vidéo de quelques secondes de quelques chefs d'État que j'ai eu l'honneur de rencontrer, de parler avec, de causer. Certains, j'ai gardé de bons souvenirs et de contacts, et d'autres, bon, le travail seulement passé limité. On suit un peu là. Voilà, là, ce sont, je crois que vous avez vu, vous avez reconnu peut-être quelques personnes qu'on a dû rencontrer.
Il y a certaines choses, par exemple, que j'ai eu avec, je crois, d'autres présidents que je ne vais pas dire ici par respect pour eux, mais il y a un qui m'avait dit un jour, euh, avant que je commence l'interview, il me parle à l'oreille pour me demander, enfin, je peux dire, c'est pas grave, et qu'il voulait aller aux toilettes, le président. Et alors, moi, j'ai regardé, et c'est quand on fait les interviews comme ça avec les chefs d'État, et vous n'êtes pas seul, il y a une partie des gardes du corps, ils sont comme ça, et des techniciens de la radio, ainsi de suite. Alors, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire là, puisque si je sors avec lui, ils vont demander où est-ce qu'ils vont, peut-être les gardes du corps vont suivre, et ça comme ça. Alors, j'ai eu le courage directement, c'est venu, si je leur ai dit, ne bougez pas, on arrive. Alors, on était au quatrième niveau. J'ai dit, si on va au quatrième niveau, ils vont savoir où est-ce qu'on va. On est allé à pied, on est allé à un autre niveau, à nous deux. Alors, le président a commencé à me dire, il dit, je ne vous dis pas quel président, hein. Il me dit, nous sommes des humains. Il y a des gens qui pensent que nous sommes des demi-dieux. Non, moi, je ne peux pas faire une interview quand je sens que je vais aux toilettes. Et puis, il commence à me dire, non, moi, j'aime beaucoup votre pays, la République démocratique du Congo, j'aime votre musique, et puis j'ai appelé tel musicien. Non, ce sont des moments comme ça de joie avec un chef d'État, de vivre des moments un peu de simplicité. Et ce sont des rencontres qu'on a. Et puis alors, des missions de travail, quand on est dans un environnement international, vous allez beaucoup en mission de travail. Et là aussi, ce sont des moments agréables quand vous voyagez surtout pour accompagner le pape. Et vous ne voulez peut-être pas que vous puissiez rentrer. Pourquoi? Puisque d'abord, quand vous arrivez dans un pays, c'est le service de la présidence qui vous reçoit avec des facilités. La première fois et l'unique fois que moi j'ai été accompagné par des gyrophares. Alors, parfois, je me suis dit, oh, on voit bien pourquoi ces gens ne veulent pas laisser le pouvoir. C'était dans un pays où les transports étaient terribles. Alors, moi, j'ai dit à mon équipe, puisque j'étais le chef de délégation, j'ai dit, il faut qu'on quitte, c'est pas 5 heures avant pour aller à l'aéroport. Oh, je vois devant l'hôtel, puisque là, quand vous voyagez comme ça, vous êtes toujours dans des grands hôtels pour la sécurité, 5 étoiles. Alors, je vois qu'il y avait un gyrophare. Je me suis dit, bon, peut-être un ministre était là. Alors, on n'avait même pas mangé, dit, on va manger à l'aéroport. Et quand nous entrons maintenant dans notre transport, qui était assuré aussi par le gouvernement, le gyrophare était pour nous. J'ai dit, voilà, ça, ce sont des expériences vraiment importantes quand vous allez en voyage, quand vous accompagnez les papes et que vous arrivez avant pour voir par où le pape va passer, pour faire des interviews. C'était aussi des moments de service, même si c'était dur, puisque vous devez travailler presque 24 heures sur 24. Vous avez parfois des suites dans des hôtels, mais vous ne dormez même pas puisque vous devez travailler pour faire le travail. Alors, le sens des responsabilités aussi, et ça c'est à mentionner, moi je suis entré d'abord, comme je l'ai dit, comme un simple collaborateur, et j'ai fini par de grandes responsabilités. Et après quelques années, j'ai été nommé directeur Afrique des services français Afrique. Et puis après quelques temps, j'ai été l'ordinateur de tous les programmes africains à Radio Vatican. C'était quand même de grandes responsabilités. Ça, c'est puisque vous avez prouvé que vous pouvez travailler, vous travaillez bien avec donc ces compétences. Et puis alors, ça vous permet, quand vous travaillez bien, d'avoir un carnet d'adresses bien rempli et de contacter les personnes. Et ça facilite les choses. Jusqu'aujourd'hui encore, il y a mon jeune confrère, par exemple, que j'ai formé, qui est maintenant à la radio, même s'il n'a pas les mêmes responsabilités que moi. Il y a des fois où il est buté à des problèmes quand il doit interviewer les gens, puisque c'est avec l'expérience et la confiance que, par exemple, des grands responsables vous donnent leur numéro privé, personnel. Et alors, lui, il arrive, il essaie d'appeler, il dit non, il dit, mon père, j'ai essayé d'appeler plusieurs fois, personne ne répond. Alors, j'ai dit, arrête, bon, je prends mon téléphone, moi, j'appelle. Il dit non, il y a mon jeune confrère qui a déjà appelé plusieurs fois, vous ne répondez pas. Alors, ça facilite les choses. Même certains évêques, hein, ils savent. Et ils ne répondent pas quand c'est eux qui appellent. Moi, quand je prends le téléphone, je dis, mon Seigneur, il y a une interview importante qu'on doit vous faire et ça comme ça.
justice. Démocratie. C'est-à-dire, si on veut construire le prochain processus électoral sur les ratés du processus électoral de 2023, je ne sais pas ce que l'on attend comme résultat, comme amélioration. Alors, vous, les gens, vous qui êtes supposés être le quatrième pouvoir, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider, nous autres qui essayons de travailler dans ce domaine-là, à ce que on cadre les choses? Et peut-être lui, il pourrait alors peut-être donner un certain nombre de compléments là-dedans. D'autant plus que vous avez un pouvoir. Vous êtes quatrième pouvoir, mais vous avez un pouvoir. Je vois que arrête quand vous dites des choses qui énervent certaines personnes, mais c'est une bonne chose, il le dit. Hein. Quand on arrête un journaliste, c'est bon. Donc, il faut pousser les journalistes à un certain moment à poser des actes qui dérangent le pouvoir établi quand si le pouvoir établi n'est pas sur les rails. Nous avons 4 ans
avant d'arriver aux prochaines élections. Il ne faudrait pas qu'on commence à s'agiter quand on arrive à la fin de ce processus-là. Et donc, moi, je suis très intéressé par ce que vous pouvez offrir aux mouvements sociaux, aux mouvements citoyens, à la société civile, à l'engagement social pour jouer le quatrième pouvoir. Donc, il va intervenir après, mais vous avez le micro baladeur. Je donne à la CP. Et puis, oui, un instant. Oui, bonjour mon père. Bonjour. Oui, Ça fait longtemps. oui, ça fait longtemps, c'est vrai. Oui, Je vais plus parler de mon expérience oui, et je vais également aborder la question que vous posez euh, sous l'angle de la responsabilisation du journaliste. Alors, parlant de mon expérience, j'ai toujours pensé, peut-être que je peux me tromper, mais j'ai toujours pensé que l'indépendance d'un journaliste dépend aussi de l'environnement dans lequel il évolue. Et l'environnement, c'est l'environnement socio-économico-politique. Le père Jean-Pierre a dit tout à l'heure que le budget de Radio Vatican était de 25 millions de dollars. zéro. Au Zéro. Congo ici, quel est ce média qui peut prétendre avoir un budget d'1 million de dollars? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, sauf l'État, à la limite, qui paye les salaires. C'est le cas de l'agence que je dirige. L'État paye les salaires. Et comment ça fonctionne? On se débrouille. Mais comment faire pour que des médias pauvres puissent être indépendants? C'est ça la chimie à laquelle nous faisons face à laquelle nous faisons face, faire en sorte que les médias pauvres puissent être indépendants. Et moi, je pense que cette expérience, moi, je l'ai vécue plutôt au potentiel. Un média pauvre, comme tous les autres médias, mais on avait une certaine marge d'indépendance, une marge non négligeable d'indépendance vis-à-vis des acteurs et de droite. Je peux affirmer à une certaine époque, le potentiel était exactement ce journal indépendant qu'il fallait pour le pays. Et le modèle était lequel? C'était faire de l'information, rien que de l'information. Et souvent, les journalistes congolais versent dans des prises de position partisanes, voyant faire de l'information. Lorsque j'ai entendu dire que quand un journaliste se fait arrêter, c'est qu'il fait bien son travail, j'ai dit non. Un journaliste qui se fait arrêter, c'est un journaliste qui ne fait pas bien son travail. Parce qu'il donne ses points de vue. Souvent, c'est malheureux, et c'est ce qu'on constate régulièrement dans nos écrits, dans des interventions à la télé, à la radio. Des gens donnent leur point de vue personnel. Et souvent, ce sont des points de vue qui ne se basent sur aucun fait. Radio Vatican ne donnerait jamais une information sans une source fiable. Jamais. Il ne donnerait jamais le point de vue de son directeur que fut mon ami le père Jean-Pierre. Il donnerait des faits basés sur des informations basées sur des faits. Et c'était justement là la force du potentiel de cette époque-là. Tout était basé sur des faits. Quand il n'y a pas de faits, il n'y a pas d'infos. C'était bien. Et aujourd'hui, moi, par exemple, ça m'a aidé. Lorsque je suis arrivé à l'agence France Presse, je n'avais aucune difficulté parce on écrivait des factuels. Des factuels se basent tout sur des faits. Et des journaux congolais, des journalistes congolais, nous ici, ils sont adeptes des factuels. Et le quelques rares qui sont adeptes des factuels, est-ce qu'ils sont considérés par la société? J'ai dit non.
Ok, J'ai dit non. merci beaucoup. On va passer la parole à votre président, à votre... J'ai Oh, compris. oui, 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 En une phrase, oui. pour dire ceci en résumé. On ne peut pas faire de la démocratie avec des médias pauvres. Et tant que la RDC disposera des médias pauvres, la démocratie serait toujours lointaine. Et les journalistes totalement indépendants, ils seraient comptés au bout des doigts. Et ça demande des sacrifices, beaucoup de sacrifices, bien évidemment, mais le Congo a encore du chemin à faire parce que la démocratie, ça a aussi un coût. Merci. Ok, merci beaucoup. Vous venez avec le plan ici, mais je voudrais retenir le fait que vous dites que la pauvreté, c'est un grand frein pour pouvoir faire du vrai journalisme, hein. Donc, il y a le président de la corporation qui est ici sur place. Vous avez comme mission de faire en sorte que on aille au-delà de la pauvreté, qu'on fasse quand même du journalisme. Est-ce que vous pouvez, avant de donner votre point de vue, est-ce que vous pouvez dire comment est-ce que vous pensez qu'on peut aller au-delà de la pauvreté? Merci beaucoup, Révérend Père. Je félicite le Père Jean-Pierre Boudoukou pour cette initiative combien de fois louable. Vous avez orienté la question, mais je vais un peu briser les règles protocolaires Oui, comme le monde l'a fait. oui, ils sont spécialistes Vous pour ça. avez interdit aux gens de poser une question. Je ne commence pas par la question, mais je commence par vous apporter un semblant de réponse. La presse n'est pas un îlot dans un pays. Nous sommes dans un contexte politique, économique et social bien déterminé. C'est vrai, nous ne pouvons pas nous abriter derrière les faiblesses des autres pour ne pas faire notre part. La presse doit faire sa part. Le quatrième pouvoir, symbolique, puissant, qui n'est pas constitutionnel, mais de par l'histoire, la tradition, la presse est le quatrième pouvoir. Les médias au Congo n'ont pas de moyens. Vous avez suivi le budget de la Radio Vatican, 25 millions d'euros. Et lorsque j'ai regardé des grands groupes que dirigent par exemple des hommes comme Robert Murdoch, c'est fois 10 ce que le père présente comme budget d'une grande radio. Combien de médias au Congo peuvent effectuer un reportage même dans nos propres provinces sans être dans la suite d'une délégation officielle? En commençant par les médias d'État. Moi, je félicite le DG de l'Agence congolaise des presses qui fait encore un travail jusque-là. Mais il est pratiquement ligoté. Au-delà de sa bonne volonté, les termes est peut-être fort. On s'en prend souvent à la télévision nationale, en commençant par moi-même. Je n'ai jamais été tente envers les médias d'État. Si l'État, qui a plus de moyens, ne peut pas allouer des moyens conséquents à ses propres médias, comment voulez-vous que les privés, qui sont en réalité dans la débrouillardise, en réalité, nous sommes dans un contexte de médias de chasse et de cueillette. Donc, c'est difficile de rivaliser avec les grands groupes. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, une information publiée, quand il était par exemple à l'AFP, le DG de la CP, de temps en temps, je venais souvent me ressourcer auprès de lui, ça donne l'impression et une information sortie de la Radio Vatican, de l'agence France Presse, de Reuters, de Bloomberg, c'est l'info la plus crédible. Oui, ils ont des moyens, ils peuvent déployer des reporters un peu partout, ils ont la technologie appropriée, ce qui n'est pas le cas pour les médias locaux. Mais attention, les plus grands manipulateurs aussi sont ces grands groupes. Et je reprends la phrase de Jean-Pierre Boudoukou. Le journalisme international sera influencé par les tendances. Il l'a toujours été et il le sera encore davantage. Pour revenir, par exemple, en ce qui concerne l'Église catholique, il y a des tendances aujourd'hui sur la réforme
des finances et de l'Église. La Banque du Vatican, c'est l'une des banques les plus puissantes du monde. Est-ce que l'indépendance de la Radio Vatican peut aller au-delà de la doctrine de l'Église? Voilà, je ferme la parenthèse. Il y a une question ouverte sur l'homosexualité. Même si on peut dire que les médias internationaux sont des médias véritablement indépendants, autant l'Agence congolaise de presse est liée et ligotée par le gouvernement de la République, qui en est le propriétaire, autant la télévision nationale, autant la Radio Vatican également. Et d'autres, la BBC, La Voix de l'Amérique, on dit voici les points de vue du gouvernement américain. C'est-à-dire que ces groupes également ont une politique. Lorsque vous regardez l'AFP, RFI, TV5, ça fait partie du paysage audiovisuel extérieur français qui accompagne en réalité la politique étrangère de la France, des États. Le Vatican aussi, c'est l'État. Ce n'est pas une attaque de l'Église catholique, mais Non, non, parlons des oui, choses mais objectivement. si, Voilà. oui. Donc, c'est aussi cela. La question de l'indépendance est relative. Pour revenir à votre orientation, sans toutefois dire que vous avez insinué quand même une police des pensées, alors que vous prenez la démocratie pour dire voilà, ne posez pas de questions. Parlons-en. Je reviens à la situation de la RDC. Les médias véritablement indépendants, créés par des managers. Vous regardez les grands groupes, je cite Murdoch, Bloomberg, et ainsi de suite. Ce sont des managers, les gens qui font de l'argent, des milliardaires. Et nous, vous avez très peu, et je vous dis, très peu de médias payés par les vrais entrepreneurs capables et de gérer ces médias. Vous avez plutôt des acteurs politiques. En réalité, le combat politique a quitté l'hémicycle, s'est exporté vers les médias. Et l'image que vous voyez à travers notre presse, à travers nos médias, reflète l'image des détenteurs de ces médias-là. L'État s'est accaparé pratiquement des médias publics et les privés, à un certain moment, voulaient faire le contrepoids à ceux qui veulent les médias publics ont créé les leurs, non dans l'optique de donner la vraie information, mais dans une logique de propagande, de riposte et de rivalité. Bon, Voilà, si vous voulez. merci beaucoup. Je vous donner l'émission de votre voisin, parce que lui, il est activiste du mouvement citoyen. Je voudrais qu'il réagisse par rapport à ce que nous attendons de, de ce discours par rapport au factuel dont a parlé le DG de la CP. Parce qu'à mon avis, malgré les difficultés qu'il y a, on a construit le narratif sur les coûts et nous sommes payés pour le savoir. Il y a des moments où on invoque les faits. Bon, Matimo. Merci beaucoup pour la parole. Je suis content de revoir le père Bojok ici. Alors, à la question de savoir comment nous, les mouvements sociaux, nous percevons ces discours, l'indépendance, la neutralité, ou bien l'activisme, le journalisme engagé sont des concepts qui ont été mobilisés ici dans l'espace sociopolitique congolais. Moi, je ne me rappelle pas une seule fois que Lucha a déjà payé un journaliste pour diffuser son info. Je ne me rappelle pas. Et j'ai envie de dire que les médias indépendants au Congo existent. Il y a des journalistes, ce que moi j'appelle depuis un moment des journalopes. Hein. Je fais référence à un journaliste avec lequel j'aime bien échanger sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que quelqu'un décide de passer outre la rédaction. Il y a maintenant un journaliste qui est connu, la figure des journalistes, et il y a la rédaction. Quand il écrit pour la rédaction, il restitue les faits. Mais quand c'est lui-même qui se met au service marchand des politiques, il devient partisan. C'est la difficulté, de mon point de vue, qui caractérise les champs socio-médiatiques congolais aujourd'hui. Les journalistes, quand ils écrivent pour les médias, ils donnent la parole aux sources de temps en temps, mais lorsqu'ils veulent se faire passer pour des communicateurs, il faut la propagande et je le qualifie comme je l'ai dit tout à l'heure. L'autre élément, c'est le journalisme perçu comme un lien de subjectivation et d'affirmation sociale. On sait maintenant que si on veut avoir l'argent, on va créer ce petit média,
On va commencer à faire des YouTube, des voix de rien, des YouTube là. Et puis, on va commencer à être sollicité par les figures politiques pour porter sa communication et on se fait un nom. Donc, le capitalisme détruit aussi les journalistes. C'est le contexte sociopolitique que le président parlait tout à l'heure. Et l'autre élément, euh, c'est pas seulement la pauvreté, c'est aussi l'engagement du journalisme pour la société. Moi, quand, par exemple, Actualité.cd a commencé en 2016, ils n'avaient pas d'argent. Ils n'ont toujours pas d'argent, je veux dire. Mais ils étaient attachés aux faits. Chaque fois que j'appelais patient, non, tu sais, demain on a une marche. Est-ce que ça vous intéresse? Il dit, oui, diffuser votre info, c'est aussi euh, faire mon engagement pour mon pays. Parce que c'est vous faites, c'est pour aussi le pays. Mais on a des journalistes aujourd'hui qui sont dessaisis, qui sont hors sol de ce qui se passe dans la société. Ils préfèrent qu'on leur donne les miettes, qu'on leur donne, pour qu'ils viennent écrire Gilles Alinguetti, Nicolas Kazadi, tcha, à la place de pouvoir, évidemment, écrire dans son quartier où il n'y a pas de l'eau, par exemple, ou de diffuser, il faut qu'il parlerait d'une action sociale qui peut-être mettrait à mal Gilles Alinguetti ou Nicolas Kazadi. Je vais poser ma question, padre. Je vais partir par là. Le père a évoqué beaucoup d'éléments, mais moi, je voulais comprendre. Quelle est la place des Fox ou fake news dans les champs médiatiques internationaux? Comment, comment on articule son rapport avec les deux blocs internationaux, les sites globaux et les Nord? Par exemple, nous en France, bon, non, au Congo. En France, par exemple, tout ce qui est risque est perçu comme fausse. Quand un journal russe écrit, on dit Fox en France. Et quand un média français écrit, là, ils disent Fox. Comment on a aussi dit la notion de fake news dans les champs médiatiques internationaux à rapport aux deux blocs que j'ai évoqués. Et l'autre question, c'est l'affiliation des médias aux idéologies politiques. Vous l'avez évoqué, l'indépendance, oui, mais par exemple, samedi dernier, j'étais avec les journalistes. C'était l'anniversaire des journalistes, donc la vitesse d'amis journalistes. Et on a fait une cartographie des médias français affiliés aux champs politiques. Mais je comprends que tous les médias sont affiliés politiquement. On sait que la Libre, c'est la gauche. Le journal de dimanche, c'est droite qui est devenue extrême. On sait que Figaro, tu vois, mais C'est la droite, oui. ça aussi, ça permet de situer le journalisme dans son champ. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas écrire que des mensonges sur les autres champs. Mais ça aussi, faut pas, de point de vue, les journalistes congolais ne devaient pas avoir peur d'être affiliés à une idéologie politique. Il faut l'assumer, mais on reste dans le fait en mettant en visibilité peut-être les fous politiques de votre groupe. Ça va, Ça peut ok. peut-être être Donnez quelque à la maman et on va pas, puis je vais te passer la parole. Oui, super. Oui. Merci beaucoup. Je suis Denise Delengbe. Je suis en fait venue écouter un ami, un grand frère, euh, un aîné, si vous voulez dire, enfin, si je vais dire. Mais en fait, je suis journaliste de formation, licenciée de l'IFASIC 2001. Et nous sommes avec mes aînés, Willy Kalenga, Claude Bousset et le reste. C'est nous qui avons mis en place la première, le service d'information Antenna. Alors, j'évoque, enfin, j'ouvre cette parenthèse juste pour dire que, effectivement, partant de là, Antenna, par exemple, qui est la première chaîne privée, si je ne me trompe pas, c'est positionné comme chaîne alternative générale, mais il n'avait pas de service d'information. Et Monsieur Kalengai, qui animait une mission à caractère juridique à l'époque, leur avait fait comprendre que vous êtes une chaîne générale et une chaîne sérieuse à l'époque devait avoir un service d'information. Et c'est comme ça qu'on avait donné, on avait mis à disposition l'espace et tout ça, et il est venu nous recruter enfin, à l'ISTI, bien entendu. Alors, déjà, à l'époque, nous sommes arrivés, mais on s'est tout de suite senti qu'on privilégiait ceux qui ramenaient de l'argent. Donc, les sans souci, de heureuse mémoire,
Et le reste, émission foot, tout ce qui était sponsorisé avait le privilège de ces entrepreneurs, comme a dit euh, Monsieur le président de la CP, hein. Et voilà, parenthèse. Je voudrais juste dire, interpeller pour dire que le journaliste, moi, quand j'ai quitté en 2022, je suis partie avec ce constat que le journalisme ne nourrit pas son monde ici en RDC. 22 ans après, je vous mets au défi, même le président de la CP, qui me parle des salaires, de dire s'ils peuvent vivre de ces salaires. Si ce salaire les met à l'abri, je ne pense pas. Aujourd'hui, moi, je me dis, entre autres, et je remettrai le micro au père Bodioko, il faut repenser vos modèles économiques. Comment expliquer que les influenceurs qui viennent raconter, débiter de sottises, passez-moi l'expression, gagner autant par rapport aux journalistes? Qu'est-ce qui se passe? Ici, on a évoqué les journalistes comme travailleurs qui respectent une certaine ligne éditoriale, une idéologie par rapport à sa boîte, euh, et le journaliste qui se démarque une fois qu'il est mis sur son propre compte. Enfin, on pense que là, il y a des dérapages. Mais pour éviter, il est aussi sur son propre compte, il peut se faire de l'argent. Bon, c'est toute une question. Allons disserter là-dessus. Allons même faire des recherches. Comment les autres sont, on a parlé enfin, des tendances qui sont populaires, hein, on dit séculier, voilà, populaire, merci. On sait que l'idée, c'est la gauche, Figaro, c'est la droite, parce que c'est des hommes Bolloré qui a mis la main en France. C'est pas des enfants de cœur, c'est des ça n'empêche pas que ces journalistes font leurs travaux, parce que je vais chuter par là. Les filles sont sacrées, on le sait, hein. Le commentaire est libre. Ah ben voilà, j'ai tout dit. Ok, merci beaucoup. Alors, je vais m'orienter aussi parce que je me méfie beaucoup des journalistes, donc j'oriente la réponse et tout bien payé pour le faire parce que je me bats souvent avec cette corporation-là. Voilà, JP, vous venez, il y a deux éléments, à mon avis, qui ressortent très clairement. C'est que il n'est pas facile, c'est bon, hein, d'avoir fait toute sa carrière dans la Radio Vatican, de se trouver à Civiltà Cattolica, c'est une des revues la plus prestigieuses du monde, hein. Donc, là où on est, où moi je l'ai vu quand il était directeur, il y avait autour de lui tout ce qu'il fallait, hein. Je l'ai trouvé dans plusieurs missions avec le pape. Moi, j'étais parti pour d'autres raisons. Ils étaient véhiculés, bien logés dans les grands hôtels, euh, courtisés par les chefs d'État, les ministres, tout le monde qui voulait avoir les interviews. C'est ça, l'environnement dans lequel vous avez fait la presse. Vous venez de s'ouvrir l'autre photographie d'une qui est entre la pauvreté et même la misère et le manque même peut-être de moyens de presse. Comment est-ce qu'ils peuvent faire leur travail? Bon, comment est-ce que tu penses que nous pouvons attendre d'eux le résultat qu'on devrait attendre normalement dans la presse? Parce que ce sont des questions quand même fondamentales. Ce sont des questions de structure des individus. Oui, alors je voudrais d'abord dire une chose à propos des tendances. C'est vrai, ce que vous dites, chaque journal qui est fondé a une tendance. C'est comme ça que, quand je parlais, je voulais parler de lignes éditoriales. C'est important, ça. Chaque revue ou presse a sa ligne éditoriale selon la fondation, les orientations. Mais cela n'enlève pas l'objectivité du journaliste, l'éthique du journaliste, la déontologie du journaliste, selon une ligne éditoriale, à tel point que certains journalistes ont démissionné puisque la ligne éditoriale n'allait pas contre sa conscience. Donc, tout ce que vous dites là, je reconnais que chaque journal, que ce soit aux États-Unis, même des télévisions, vous allez savoir que les démocrates, cette télévision soutient plutôt les démocrates et telle autre les républicains. Ça, c'est normal. Mais quand on fait son travail de journaliste, même à l'intérieur de ces tendances, on doit respecter l'éthique, la déontologie, dans ce sens-là. Ce qui est mauvais, c'est de donner des
fausses et de mauvaises nouvelles. Et, maintenant, pour parler un peu de la pauvreté de ces pays. Même quand on dit, et je crois, je ne sais pas qui a souligné ça, beaucoup de presse, c'est fondé par les hommes de pouvoir. Il y a évidemment comme liberté d'expression, mais pour des personnes bien déterminées, des politiques, et pour avoir un mot à dire de plus à travers leur presse. Et ces presses-là ne critiquent pas leurs fondateurs, ça c'est normal. Mais la pauvreté même de ces médias confondent, c'est terrible. Les journalistes, moi j'ai des amis qui sont les directeurs de presse. Ce sont les journalistes qui payent leurs chefs, je sais. Ça signifie que tu vas faire une interview, tu m'amènes 75%, peut-être la répartition, le reste c'est pour les journalistes. Vous vous rendez compte? Donc, c'est les journalistes qui ont engagé, qui payent son patron. Ça ne s'est fait nulle part. Moi, j'ai vécu 3 ans à Nairobi, dans les années 90. Quand on achetait un journal pour le voyage, Nairobi, Kinshasa, je pouvais lire le journal et avoir encore des choses à lire quand l'avion atterrit. Les journaux de Kinshasa, je ne sais pas si ça dépasse maintenant 6 pages, quelque chose comme ça. C'est pareil depuis déjà des années. Pas d'évolution. Donc, à dire la vérité, une fois j'ai été reçu par un ministre des Communications, je lui ai dit, je ne regarde pas la RTNC. Le ministre m'a dit, moi aussi. C'est pour dire la qualité, il n'y en a pas. Que ce soit dans les journaux. Il y a des bons journalistes. L'exemple de mon ami qui est là, c'est un grand journaliste, le DG actuel. Je le connais, il n'était pas encore DG, on reste de bons amis. Ah, ce sont des journalistes. Mais c'est comme vous dites, l'environnement qui n'est pas bon. Les journalistes vivent de misère. Ils ne peuvent pas nouer les 2 bouts du mois. Moi, une fois, quand je faisais mes histoires de Space, j'ai fait disons, de Space avec une ministre, je ne cite pas son nom. Il me dit, mais mon père, combien est-ce que je vais vous donner pour vous encourager? J'ai dit, Madame la ministre, quand je viens quitter ça, vous allez me donner de l'eau. Je lui ai dit comme ça pour faire comprendre que ce n'est pas elle qui devait me donner quelque chose pour faire mon travail, puisque j'avais une autre finalité, non de chercher l'argent. Donc, à ce niveau-là, je ne sais pas si c'est moi qui dois réfléchir à la place. Ça signifie les médias du Congo sont très pauvres, en fait. Très pauvres. Mais comment les faire? Je ne sais pas. À d'autres pays, prenons l'exemple de l'Italie où je vis depuis plusieurs années, il y a moyen d'aider les journalistes. Par des redevances d'abord. Quand quelqu'un achète une télévision, il y a une redevance. Et puis chaque année, on dit, les journalistes travaillent pour vous, pour les nouvelles que vous recevez à la radio que vous achetez, à la télévision que vous achetez. On prend un pourcentage pour renverser à des médias. L'État fait ça. Chacun doit déclarer. Si, par exemple, vous déclarez que non, moi, je n'ai pas de télévision à la maison, donc je ne paie pas de redevance, le jour où on viendra contrôler que vous en avez, vous payez plus. C'est pour aider les journalistes. Il y a, par exemple, aussi l'organisation de publicité. Alors, j'ai appris ici que chez chacun qui va chercher la publicité à sa manière. Non. En Italie, la publicité est organisée. Alors, on vient vous donner, par exemple, déjà au début de l'année, 1 million. On va insérer des publicités dans vos organes de presse, et c'est pour aider les journalistes, ainsi de suite. Alors, je crois que c'est ici déjà avoir la publicité. Alors, vous écoutez aussi la télé, des publicités qui font 5 minutes. C'est où ça? Les télévisions professionnelles de 5 minutes. La publicité la plus longue, c'est 45 secondes. Voyez un peu tout ça, on se perd un peu. Donc, le monde de publicité, Ok, c'est. nous allons arrêter parce que nous avions prévu de faire plus. Mais je voudrais rentrer sur le factuel. Je donne maintenant un peu précis parce que, et donc, nous avons pris de vos adresses. Nous vous appellerons pour autre chose, pour parler de relations avec la société, les responsabilités par rapport à la société. Mais je donne un cas quand il y a de façon formelle, claire, quand un journaliste a inventé une information et que cette information porte préjudice sur une institution. Qu'est-ce que, normalement, la presse, la corporation doit être en mesure de sévir. Nous avons eu un cas ici, vous l'avez suivi, d'un journaliste qui a dit que nous étions en train de préparer un coup d'État ici et qu'il y aurait des morts de toute une série de choses. Nous sommes allés à la justice. Le procureur a appelé le gars. Le gars ne s'est jamais présenté. Et le procureur nous a dit que ces gens, les journalistes, nous ne contrôlons pas, ils sont très protégés.
Bon, qu'ils soient protégés par les structures politiques pour lesquelles ils les servent, on peut comprendre. Mais vous prêtez préjudice pour une maison qui fonctionne depuis plus de 60 ans et qui a traversé tous les régimes. Vous inventez une histoire, ça va? Et on entend, et j'ai vu beaucoup de journalistes, merci beaucoup, parce que j'ai vu beaucoup de journalistes qui ont réagi pour contrecarrer, pour dire tu vas très très loin, mais que le monsieur reste maintenant comme s'il n'a rien fait, c'est quand même grave au niveau du futur. Donc, je pense que, et donc ça peut toucher tout le monde. Si nous étions une petite maison, si nous étions, quoi, c'est qu'on aurait pu venir chercher, nous avons caché les armes, je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, c'est peut-être rigolo, pourquoi? Parce que euh, nous ouvrons la porte comme ça en week-end pour des choses urgentes, on peut penser qu'on le fait pour l'opposition. Samedi passé, j'ai vu Kabouya qui a envoyé ces gens ici, demandant, suppliant qu'on lui donne un instruction qui devrait pouvoir répondre à un ministre qui a dit des choses contre eux. Les jeunes gens, ils ont fait beaucoup de bruit. Finalement, vous faites votre conférence de presse. De toute façon, ça ne nous engage pas. On vous donne le terrain et puis vous faites. Donc, on vous même en étant une maison qui fait de la recherche, une sensibilisation, pris dans cette contradiction journalistique-là, où le factuel n'est plus factuel. Donc, demain, si par exemple le régime change, ce qui veut dire vous avez hébergé l'UDPS ici, qui est en train de faire la réunion de conférence de presse dans votre jardin un samedi. Donc, vous voyez, ben alors, je vais plus loin pour dire, une information elle est fausse, mais elle est dangereuse, très dangereuse. Vous avez suivi à Goma dernièrement quand on avait dit que les gens une secte qui s'appelait Ouazalène comme moi, allait pouvoir attaquer la MONUSCO et tout cela. Et qu'à 4 heures du matin, l'armée qui a reçu la mauvaise information est venue, il a tiré sur les gens, plus de 50 morts. Mais ça, c'est de la fausse information véhiculée par des gens irresponsables qui sont responsables de massacres comme ça. Donc, je pense que l'expérience internationale, c'est vrai, nous travaillons dans les milieux, dans les situations de précarité, et ça, je le comprends. Mais il faudrait que la corporation elle-même, et c'est à vous que je vous m'adresse, fasse un effort pour que tous les brebis galeuses disparaissent. Ici, cette salle ici. Désormais, vous savez, chaque fois que j'organise une rencontre publique, je dois me mettre à la porte pour pouvoir chasser des faux journalistes. Il y en a de plein en plein. Et ils sont experts pour voler les téléphones, les, les ordinateurs et les autres. La dernière fois, c'est ma collaboratrice là-bas. Tu as perdu quoi? Tu as perdu. Elle était en train de faire alors qu'elle était là-bas sur place. Donc, chers amis, mais ça devient compliqué ça. Vous, messieurs, de vous identifier les bons et les mauvais pour permettre à ce que les voleurs n'étaient. Parce qu'ils ont une carte de presse, hein, les jeunes gens là. Ils sont bien et bien en cravate, car ils sont. Nous avons découvert, parce que finalement, nous avons découvert des voleurs qu'on a volé plusieurs fois. Et donc, la profession va avoir des difficultés. Donc, je vais vous encourager très fortement à entrer en dialogue avec des structures comme les nôtres là. Dès que nous commençons à faire un cheminement de la manière dont on peut, on n'oublie pas toutes les difficultés dans lesquelles nous sommes, hein, mais où comment on peut faire de l'information pour le bien d'une société. S'il n'y a pas de quatrième pouvoir, vous pouvez être sûr que, en tout cas, les analyses que nous faisons ici, c'est que après 3 cycles électoraux, on a dégringolé au niveau de la qualité de la démocratie. C'est ça, c'est comme nous. Et la participation et de la qualité et tout cela. Et donc, je ne sais pas qui, je ne sais pas les gens qui ont vu la vidéo que nous avons projetée au début, qui aura le courage d'appeler les gens aux émissions de 2028, ça va être transparent, ça va être correct et tout cela, avec tout ce qu'il y a eu. Il y a tout un travail d'éducation à pouvoir faire, de renforcement de confiance auprès de la population, de toilettage de l'environnement, il y a tout un travail à faire. Et c'est dans cela que nous sommes. Parce qu'on ne peut pas se permettre, après avoir bousillé toute une vie pour que le pays se mette pour qu'on se retrouve dans une situation où
on n'a plus d'horizons qui viennent. Donc, merci beaucoup d'être venu pour cette conférence. Merci à Jean-Pierre d'avoir accepté. Il y aura d'autres prestations, mais avec des jeunes. Parce que vous dites qu'il introduit les questions des médias sociaux. Il est en train de sa télévision virtuelle il fait beaucoup d'espace, il fait toute une série de choses. Je veux profiter. Quand il vient en vacances, je le dis, il vient en vacances, mais tu vas travailler, monsieur. Donc, je lui dis. Nous avons fait beaucoup de. Mais moi, je voudrais prendre un engagement avec vous avec les banques de données que nous avons ici, que nous puissions vous inviter maintenant, une petite personne, pour aborder un peu cette question d'une presse au service d'une nation. Parce que nous sommes dans une situation où tout peut arriver à n'importe quel moment. Nous sommes en guerre aujourd'hui. Nous sommes en guerre. Quand vous regardez, le conflit a commencé aujourd'hui. J'ai le dans la presse sur le crise humanitaire en Liban. Pourquoi il est fait par la presse internationale et les ONG internationales. Il n'y a pas de solution avec cette chose-là. Alors, on se pose la question, est-ce que c'est nous qui sommes victimes ou que c'est les autres qui sont victimes? La NTNC, sans honte, publie chaque jour une vidéo sur la campagne sur le coltan, sans être à mesure, nous, de faire notre propre montage, notre reportage sur la question du rapport entre le coltan et les conflits. Donc, finalement, nous, universités, les mêmes compétences, on utilisait vous qui ne marche pas. Quelque chose qui ne marche pas. Et donc, merci Jean-Pierre de m'avoir donné l'occasion de parler à la presse parce que je vous ai toujours, j'ai vos collaborateurs les plus petits, pas vous autres, qui viennent pour les coupages. Et je ne me bats beaucoup pour ne pas donner les coupages. Il est mais, vraiment, je pense qu'il y a un cheminement. Qu'un centre comme le nôtre, qui est un centre qui vise la promotion de la bonne gouvernance dans ce pays, voudrait faire un partenariat avec la presse. Et la presse qui se base sur les faits, qui est en mesure de faire avancer les discours de façon à ce qu'on sorte du groupe si nous ne démarrons pas, vous pouvez être sûr que 2023 aura intérêt le processus démocratique avec ce qui s'est passé. Vous avez le dernier mot de la Merci beaucoup, Yarikas, c'est comme ça que je l'appelle, pour ces mots et pour vous représenter CEPAS qui nous accueille aujourd'hui et pour l'opportunité que j'ai eue de partager ces moments avec vous. C'est vraiment un grand plaisir, hein, puisque quand moi-même je faisais les dialogues avec, on me demandait quand est-ce qu'il y aura un dialogue avec le Père Botoko. J'ai dit non. Je préfère faire parler les autres. En tout cas, un grand merci, Yarika, c'est pour cette opportunité et pour les défis hein, que j'ai vus aussi ici hein, pour les médias locaux et surtout au niveau même de la qualité de vie, pas la qualité des journalistes. Ils sont capables de faire, mais ils n'ont pas une bonne situation. Une anecdote peut-être rapidement. Une fois, j'avais engagé, ou fait engager, pour dire clair, une journaliste qui veut venir, qui était notre correspondante de Côte d'Ivoire. Alors, je cherchais un logement pour elle et puis, alors, je l'amène quelque part un logement que j'avais trouvé à bon prix. Ça coûtait à peu près 600 euros par mois. Et elle me dit, comment est-ce que je vais payer? Puisque 600 euros. Alors, j'ai ri. Et j'ai compris pourquoi elle m'a demandé comment est-ce qu'elle va payer. C'est puisque là où elle travaillait en Côte d'Ivoire, elle gagnait à peu près 150 dollars. Elle est arrivée et je lui parlais d'une maison qui coûtait 600. Elle trouvait qu'elle ne pouvait pas. Alors, je lui ai dit, mais ce que toi tu vas gagner, ça ne représente rien, donc tu peux te permettre. C'est pour dire un peu que la situation peut être générale pour tous les journalistes, mais je souhaite d'abord que les journalistes puissent travailler dans de bonnes conditions pour être vraiment des hommes respectables, pour qu'ils ne dépendent pas de ceux pour qui travaillent pour les informations. En tout cas, merci beaucoup pour vous tous d'être venus, surtout les gens qui ont laissé leur travail pour venir m'écouter et écouter aussi ce que nous avons dit ce soir. Merci à l'équipe technique pour avoir transmis à ceux qui ne pouvaient pas être présents par les moyens numériques notre préférence. En tout cas, une fois, un grand merci. Et je suppose ou je pense que ça ne sera pas la dernière fois qu'on se voit, si ce n'est pas en présentiel.
mais au moins virtuellement, nous allons nous voir. En tout cas, grand merci à vous tous d'être venus. Je remercie aussi ceux et celles qui nous ont suivis à travers les médias, surtout à travers les différentes plateformes. Et encore une fois, un grand plaisir pour moi d'avoir été avec vous. Et si nous pouvons continuer des conversations, on le fera aussi autrement. Merci beaucoup à ma chère amie qui est venue. Merci encore une fois à notre président, si je l'appelle notre président, puisque je suis quand même un Congolais. Peut-être il faut me dire combien ça coûte une carte ici, comme ça je vous donnerai quand même ma contribution au moins chaque année pour vous encourager. Mais DG, bienvenue beaucoup, Magna, d'avoir laissé ton travail pour venir ici. Merci en tout cas à tout le monde, à chacun de vous. Merci. Merci beaucoup.